Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Entretien revient ce jour avec un nouvel invité. Il s'agit du docteur Delphin Kachelewa. C'est un acteur politique. Avec lui, nous allons décrypter l'actualité avec le docteur Delphin Kachelewa. Nous allons aussi parler des récentes nominations et la tension que cela a généré un peu partout dans les provinces. Il y a aussi l'intolérance qui refait surface dans le Grand Katanga, plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga, où de part et d'autre, on enregistre des cas soit d'agression ou tout simplement de riposte ou d'escalade verbale. Escalade verbale également entre deux nations, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pourquoi est-ce vraiment nécessaire en ce moment où il y a une guerre d'agression? N'est-ce pas tout simplement de la distraction? Tout cela va constituer la charnière de cette émission avec le docteur Delphin Kachelewa, à qui je dis bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs pour ces temps qui vont prendre de suivre ces analyses qui peuvent être de grande importance pour la nation. Voilà, merci, docteur Delphin Kachelewa, d'avoir plutôt répondu à notre invitation. Docteur Delphin Kachelewa, vous êtes un acteur politique, c'est-à-dire, je vous appelle docteur parce que vous êtes médecin, c'est-à-dire un intellectuel. Oui. Vous êtes un acteur politique sans position comme telle ou bien c'est simplement l'élite? En fait, je dis qu'on nous appelle acteurs politiques parce que seulement on s'occupe de ce qui est de la gestion quotidienne de la chose publique et de la nation. Porter une couleur politique ou une casquette quelconque n'ajoute rien sur le souci qu'on a à résoudre le vrai problème du pays. Raison pour laquelle nous demeurons dans cette société civile, dans cette communauté qui voudrait bien le juste milieu des choses pour que la nation se relève, pour que la RDC redémarre. C'est en fait ça qui fait un tout petit peu la différence de nous autres. Acteur politique, membre donc de la société civile qui, depuis un certain temps, on le déplore, n'est pas très neutre. Effectivement, c'est pourquoi la connotation, une couleur vraiment n'est pas donnée. Je suis un Congolais, acteur politique de la RDC. Et là, je le revendique. Peut-être qu'il y a beaucoup d'accusations par rapport à la société civile qui, certains disent qu'elle a porté une couleur, d'autres parce que la position qu'elle a prise ne les enchante pas et ils attachent ça à l'opposition, au pouvoir. Du coup, ça crée une distraction. C'est pourquoi, est-ce que c'est la couleur qui définit ce que le pays doit devenir? Par contre, c'est l'intention et la décision qu'on prend pour résoudre les vrais problèmes que vivent nos citoyens. Et votre position de neutralité que nous allons saluer et que nous allons justement exploiter en ce net instant, sans couleur politique, membre de la société civile donc. Quelle analyse avez-vous faite d'abord de l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Et comment est-ce que la société civile est en train d'y répondre? En fait, la première chose, c'est que moi j'ai apprécié le président de la République a réagi comme réagirait l'organisme. Vous savez, la RDC ne fait pas exception. C'est un pays comme tout autre, mais surtout, quand quelqu'un comprend la physiologie ou la physiopathologie, peut maîtriser facilement un pays. L'agression que la RDC connaît, c'est comme une plaie. Quelqu'un se blessait, quelqu'un a une affection quelque part. C'est tout à fait normal que le chef de l'unité nationale puisse lancer l'alerte au nouveau globule blanc. J'amène ça à cette réflexion. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse mobiliser les éléments de l'immunité, qu'on puisse mobiliser. Je n'apprécie pas, mais je félicite parce que c'est dans ses prérogatives. C'est dans les prérogatives de l'institution président de la République d'appeler les citoyens à adhérer à une idéologie quelconque pour défendre le pays. Parce qu'à part la RDC, nous n'avons rien d'autre comme terre. Mais ce problème avec le M23 qui perdure, qu'on croyait déjà dépassé, oublié, parce que le M23 a été défait sous l'ancien régime, mais aujourd'hui qui revient avec pompe. Ne trouvez-vous pas quand même qu'il y a peut-être eu une mauvaise gestion de la chose? En fait, c'est comme... Il y a une infection qui est latente dans le corps. Permettez-moi que je revienne sur ce point pour que les gens comprennent. On ne peut jamais enterrer une maladie qu'on n'a pas soignée, qu'on n'a pas guérie. Nous avons beaucoup de pathologies, nous avons beaucoup de problèmes en RDC. Et nous faisons beaucoup plus la politique de l'autruche, pensant que c'est passé et pourtant ce problème reste. Donc, d'après vous, donc, la victoire militaire sur le M23 n'était pas la solution définitive? L'idéal serait de sécuriser le pays.
Je reviens sur ce mot. L'idéal serait de sécuriser le pays et de garder l'intégrité du pays. Ce n'est pas de se vanter d'avoir vaincu tel ou tel autre. M23, c'est un mouvement. Disons-nous la vérité. C'est un mouvement constitué de combien d'hommes par rapport aux hommes, aux militaires qu'a la RDC? Pourquoi on case encore d'autres militaires au nord, au sud, pendant que là où on peut les caser nombreux, c'est là où il y a ces mouvements-là? C'est des questions. C'est pourquoi je dis on ne peut pas, c'est leurrer. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise gestion sécuritaire du pays. Je dis seulement qu'on ne peut pas... une mauvaise répartition des troupes. Dans les priorités, il y a les urgences. Qu'est-ce qui ferait de garder autant de militaires dans telle région, dans telle autre région, pendant que c'est telle région qui est attaquée? Et aussi, il faut comprendre une chose. Ne pensons pas que le M23 est M23 tel qu'il est. Moi, je le considère M23 et les autres pays membres du M23 qui nous agressent, je les considère comme des infections opportunistes. La RDC, en fait, nous avons une maladie interne. Le corps ne peut pas le nier. Et c'est-à-dire que même ces pays voisins qui nous agressent sont en train d'utiliser ils profitent de notre faiblesse, effectivement. Voilà. C'est cette maladie interne qui constitue une porte d'entrée, qui constitue le VIH. La maladie interne, permettez-moi, expliquez-nous un peu, c'est un peu de redescendre sur terre. Ouais. Là, quand vous parlez de maladie interne, ça veut dire quoi? Ce sont les faiblesses que contient l'État, ou bien c'est la manière de gérer peut-être les frustrations? La maladie, ce sont ces faiblesses, ou bien c'est la frustration, dans les chefs des frustrations ont existé. La RDC ne vivra pas en répondant aux caprices des individus. Il faut qu'on se le dise. Personne n'a le monopole de la bêtise en RDC. Là, qu'on le retienne bien. Personne n'a le monopole ni de la connerie ni de la bêtise. Suivre les caprices des uns des autres a amené la RDC où elle est aujourd'hui. La maladie interne, c'est la gestion de la situation. On sent, permettez, une légèreté dans la considération stratégique de la situation. Permettez-moi, en fait, ce n'est pas parce que je vous connais que je dois vous nommer général. Ce n'est pas parce que je mangeais avec vous que je dois vous nommer colonel. Même dans les priorités, il y a les urgences. Même les habits dans la maison, on sait classer telle veste à telle place. Les chaussures, on sait les classer. C'est au fait les choses du quotidien. C'est pourquoi, dans d'autres contrées, pour occuper un poste, il y a un curriculum socio-professionnel qu'il faille remplir. Ce n'est pas parce que je me connais avec vous que je peux me retrouver demain général avec quelle stratégie pour combattre qui. C'est au fait ça. Et la force du pays. Aujourd'hui, il y a des pays comme, permettez-moi de citer, le pays du Maghreb, qui ont voté des budgets qui vont jusqu'à 134 milliards de dollars pour la sécurité seulement. Alors que nous, jusque-là, nous nous vantons d'un budget de 14 milliards. Bon, on sait que la RDC vient de très loin et c'est nous qui avons amené la RDC très loin. C'est nous, nous-mêmes. Nous sommes restés beaucoup plus dans le champ à la gloire de l'individu, sans voir qu'on a des enfants qui viennent après nous. Sans comprendre qu'il y a une nation qui devra vivre après nous, après notre ventre. Nous y sommes pour beaucoup. Alors, si on doit se lever et dire la gestion militaire, la gestion stratégique de la guerre n'est pas à la hauteur, on doit le dire. Et le dire pas dans le sens de calomnier, le dire dans le sens de donner son point de vue. Moi, je me dirais, à la place du président de la République, je n'admettrai pas l'entrée des troupes étrangères sur le pays. Parce que déjà, on est faible. Donc, en quelque sorte, vous rejoignez ceux qui disent que la République démocratique du Congo n'a pas d'armée? Bon, on a une armée, mais qui n'est pas à la hauteur des défis auxquels nous faisons face. Parce qu'il faut, je reviens sur ce mot, les pays voisins, le Rwanda, les autres là qui nous agressent sous format M23, ne sont que des infections opportunistes. Il y a la grave maladie qui est derrière les multinationales, permettez-moi de le dire. Oui, nous allons y arriver. Oui, voilà. Parlons d'abord de cet aspect-là, armée, mais qui n'est pas en mesure de répondre aux défis. Quelle en est la cause? C'est tout simplement les nominations fantaisistes sur base des connaissances, ou c'est peut-être aussi entretenu au niveau peut-être international, comme vous voulez le dire, avec cet embargo sur les armes. Je vais vous scandaliser. Est-ce que vous savez que le nouveau recrue de Kananga sont allés faire un sitting devant le gouvernement? Vous savez ça? Vous êtes au courant? À Kananga même. Les nouveaux recrues qui doivent aller. Oui, nous allons le vérifier. Ils sont allés faire le sit-in. Il y a 3 jours qu'on a appris ça. Ils sont allés faire les sit-in. En fait, je parle de la gestion. Qui dit gestion voit planification, mise en œuvre, évaluation. C'est au fait l'ensemble de la gestion. Vous planifiez, vous mettez en œuvre, vous suivez ces activités et puis vous évaluez. C'est tout cet ensemble-là. Et d'après vous, acteurs politiques intellectuels, cet art remonte à quand? Ça n'a pas besoin de citer l'individu parce que les individus passent, mais les institutions restent. Que disent le texte? Que disent le texte par rapport à la gestion militaire en RDC? Nous avons parmi les très beaux textes du monde, mais que nous court-circuitons, que nous bypassons facilement à cause de coteries et surtout
du loisir qu'on a amené dans la gestion de la chose publique. Notre regard sur Kagame, que nous traitons à ce jour de celui qui est le principal déstabilisateur de la sous-région, il faudrait qu'on puisse repenser notre manière de gérer la République démocratique du Congo. En quelque sorte, je vous ai paraphrasé. En se regardant dans les yeux, on se dit, qui sommes-nous nous-mêmes pour accuser l'autre? C'est sérieux. Qu'on ne soit pas en train de leurrer la population. Et je sais qu'entre nous, on ne doit pas se détruire. Parce que, voilà, si on a un combat interne, c'est entre nous. Mais on doit d'abord lever l'étendard pour chasser l'adversaire. Nous ne ferons pas exception. Nous sommes parmi les 30 nations. Entre eux, il y a des combats, bien sûr. Ce sont des combats, des positionnements internes, mais pour le bien de la population. Mais quand il y a une agression externe, on peut se lever. Mais dans l'entretemps, on peut d'abord laisser tomber les haches que nous avons les uns contre les autres pour chasser celui qui veut nous diviser. Mais malheureusement, beaucoup de tous les combats qu'il y a en interne sont alimentés par ceux qui veulent nous museler. Mais on ne s'en rend pas compte. Chacun voit seulement son petit intérêt. Voit seulement sa famille. Et il oublie que sa famille vivra sur cette terre. Ah, moi, je le dis parce que je sais que mes enfants devront vivre après moi. En quelque sorte, nous-mêmes n'avons pas le souci de ce Congo. Et pourtant, nous n'avons que ce Congo. Beaucoup d'entre nous ne pensons qu'aujourd'hui est au pain du jour. Nous ne voyons pas ce que va devenir la RDC demain. C'est ce qui conditionne même notre action. Ces nominations fantaisistes dont vous parlez, il y en a eu également aussi au niveau des mandataires publics. Comment est-ce que vous avez apprécié cette nouvelle mise en place? En fait, moi je me dis, même dans les priorités, il y a les urgences. Avec cette agression que nous avons, les fonds dont les militaires ont besoin, je ne connais pas leur budget, hein, les budgets de cette guerre-là, parce que dans toutes les organisations du monde, quand il y a une guerre, on vote un budget spécial, spécifique. Voilà. On peut même priver les mandataires publics de leur salaire. On peut même priver certains privilégiés du pays de leur salaire. Mais moi, je me dis, entre récupérer Bunagana avec les efforts, les armes que nous avons et les hommes que nous avons, et nous nommer, je sais qu'ils vont pratiquement me traiter de méchant, nommer des nouveaux mandataires, plus de 300, plus de 500, qui vont nécessiter des fonds d'installation, qui vont nécessiter ceci. La priorité, c'est quoi? Était-ce une priorité? Bon, je ne critique pas, j'analyse. Hein. Était-ce une priorité de lancer les nominations aujourd'hui que de s'occuper des militaires qui sont au front? Même si personnellement, je ne connais pas leur salaire. Mais ces nominations étaient aussi très attendues, hein, surtout... Entre l'attente et l'urgence. Entre l'attente et l'urgence. Entre l'attente et l'urgence. On vote quoi? On a des massacres de plus de 131 personnes de Kicheché qui sont tuées parce qu'ils ont manqué la sécurité, parce que la contrée est entre les mains de rebelles, de M23. Et nous tous avons le regard tourné vers les nominations qui viennent encore nous diviser davantage, justement, qui ne nous poussent même plus à parler le même langage. À propos de ces nominations, il y a eu affrontement entre jeunes au niveau de la 10e rue du Mété, au siège de l'UDPS, le parti au pouvoir. Et paraît-il que les jeunes ont remarqué que certains noms qui étaient pourtant annoncés ne sont pas sortis sur cette liste. C'est au fait cette distraction dans laquelle on ne devrait pas tomber. Moi, à la place du président, je ferai un effort de surseoir tout ce qu'il y a comme nomination. Ça ne tue personne. La RDC est en train de rouler. Si ces nominations étaient la quatrième route du véhicule, on roulerait avec 3. Mais je me concentrerai. Sauf agenda particulier. Je me concentrerai. Surtout que j'ai donné ma parole. Que pour l'Est, je ferai ceci. Je me concentrerai à l'Est. En faisant surseoir toute nomination. En faisant surseoir toute activité de la francophonie. En faisant surseoir toute activité, tout engagement international qui paraisse comme une distraction. La priorité, c'est cette agression. Cette agression, c'est une priorité parce qu'elle perturbe beaucoup de trucs, sauf s'il y a un agenda particulier. Mais il y a aussi, autour de cette guerre d'agression, il y a aussi cette escalade verbale qu'on remarque ces derniers jours entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame. Est-ce que vous êtes informé? Je suis très informé. Je capte même les chaînes rwandaises. Je les capte. Je les capte, les chaînes rwandaises. Oui, parce que si vous il y a même des jeunes rwandais aussi qui sont entrés dans les jeux. Oui, et la jeunesse aussi, surtout particulièrement du Nord Kivu, on ne sait pas laisser faire. Alors, il y a un élément qu'on doit dire. Il y a des jeux auxquels on ne se livre pas quand on arrive à un niveau. Il y a des jeux
diplomatiquement parlant ou stratégiquement parlant, il y a des jeux auxquels on ne se livre pas. Vous savez, quelqu'un qui est coincé de tous bords et de toutes parts cherche par tout le moyen l'issue par laquelle il peut s'enfuir. Vous savez que depuis un temps, l'Occident s'est désengagé en condamnant l'acte du soutien du Rwanda vers les M23. Vous avez senti ça bouger, les lignes ont bougé. Et partout, dans toutes les officines, ça s'est discuté. Alors, le parrain se rend compte de ça. Il se rend compte qu'il se dit, la meilleure façon de faire changer les choses, laisse-moi tenter le dernier pion. C'est secouer les sentiments pour distraire la communauté. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans ce... En fait, en politique, c'est simple à comprendre. C'est un Paul Kagame en perte de vitesse. C'est au fait un président rwandais initiateur de cette magouille, de ces problèmes, qui se rend compte qu'il n'a plus d'issue. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une loyauté diplomatique. Des clauses que vous avez signées entre vous deux. Diplomatiquement, ça ne doit pas sortir. Nous, et puis le problème sur lequel, ce n'est pas au fait le problème du message, c'est le messager. Je parle du président Paul Kagame. C'est au fait un problème du messager. Le message n'a pas ce problème. La RDC peut ou ne pas le savoir. Peut être au courant ou pas de ce message. Tout ce qu'il a dit là. Élection, truc. Pour la RDC... Et d'ailleurs, cela a importé très peu, parce que les gens se sont beaucoup plus focalisés sur ce qu'il a dit, mais pratiquement pas sur le contenu de ce qu'il a dit. J'étais en train d'y arriver. En fait, le problème, c'est le messager. Ce n'est pas à lui de dire ce qu'il a dit. Parce que diplomatiquement parlant, ça prouve que quelqu'un est à court d'arguments. Diplomatiquement parlant, même sur le plan politique. C'est comme un papa qui se bat contre son frère. Alors, il manque quoi lui donner comme gifle. Il va sortir, mais et pourtant, tu avais porté une fois ma ceinture à moi. C'est trop bas. Mais malheureusement, le gars a mordu là où ça faisait tellement mal que la RDC a suivi les jeux. Chose qui ne devait pas être faite. Et vous faites allusion à la dernière sortie de Félix Tshisekedi qui pointait aussi du doigt Kagame. Je suis en train d'y arriver. Le désignant comme le principal déstabilisateur de la situation. Mon père me disait, j'y arrive, mon père me disait, tu te laves dans une rivière, tu as toutes les bonnes raisons de te laver parce que tu étais sale. Et tu te rends compte qu'il y a un fou qui passe, qui vole tes habits et il court avec. Quand toi tu sors pour le suivre, c'est toi qui vas paraître plus fou que lui. Justement. Moi je pense, à la place du président, je ne me permettrai pas, quel que soit certains peuvent apprécier cette communication, ils peuvent acclamer, c'est bien bon, mais moi à la place du président ou conseiller du président, je lui dirais de rester focus sur les dénonciations. Qu'est-ce que j'apprécie avec ce régime? C'est que on est arrivé à l'évidence de ce que Mouzé Kabila avait dénoncé depuis des années. Voilà. Mouzé Kabila disait, avec deux preuves, c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais on l'avait fait, le monde entier avait fait la sourde oreille. Vous voyez ça? Et puis, le président Joseph Kabila est passé au pouvoir. Il a insisté. Il a fait tant qu'il a pu faire pour dénoncer cela. Mais le monde a fait la sourde oreille avec tout ce qu'il y a eu, avec une accalmie passagère. Mais avec Fachi, le président Félix Tshisekedi, ce que j'apprécie, c'est que, au moins, la dernière goutte qui fait déborder les vases sur le plaidoyer a réussi. Le monde entier est conscient. Et que même si aujourd'hui la RDC s'est décidée de frapper le Rwanda, il n'y aura aucun témoin qui va plaider pour le Rwanda. Vous voyez ça? Ça, c'est au fait ce que j'apprécie. Mais suivre cette escalade-là verbale de quelqu'un qui est en perte de vitesse, ça a été l'accompagner dans cette perte de vitesse. Justement. Et du coup, il vous jette l'énergie négative. Et on tombe très bas. Et on tombe super très bas. C'est pourquoi je ne vais même pas entrer dans ça. Je vais seulement dire, à la place du président de la République, j'entrerai jamais dans ces jeux. Même si je m'adressais à l'élite congolaise, je ferai semblant et rester focus sur Bunagana, sur Rutshuru, sur toutes les zones, sur Kicheche, sur toutes les zones avec des preuves et des évidences, tout en renforçant la motivation de mes militaires qui sont au front. Et comme il avait dit, lorsqu'il avait fait son discours, il avait présenté la situation diplomatique et l'échec que cela avait donné et avait appelé tout simplement à la mobilisation générale. Si les deux présidents ne peuvent pas se lancer ce petit colibé-là, comme vous avez dit ici, mais par personne interposée quand même, parce que dans la communication, on a horreur du vide. C'est important. C'est pourquoi moi je me dis le président serait resté très haut.
Je sais que la plupart apprécient, il a dit, mais la finalité c'est quoi? Le président a dit, il a dénoncé, non, bien sûr, il est archaïque, bon, ouais, bien, vous avez dénoncé, c'est bon. Le monde déjà connaît ça. Nous, tous Congolais, nous connaissons ça. Est-ce que c'était important de lui répondre? Pourquoi pas lui envoyer vos élèves? Justement. Pourquoi pas lui envoyer? C'est ça que la jeunesse du Nord Kivu est en train de faire. C'est en fait ça qu'il faut encourager. Prendre d'abord toutes les colorations politiques, mettre de côté, mettre l'élite pour parler clairement et nettement. Nous n'allons pas suivre ces jeux, monsieur le président du Rwanda. Nous n'allons pas suivre ces jeux. Nous, notre souci, c'est comme il a dit, avec un cœur de père, bien sûr. Il dit, en soi, la population rwandaise n'a pas de problème. On sait, on est humain, on est sur cette terre. Il y a de ceux qui sont sous-logés par les Rwandais à l'étranger. Il y a des Rwandais qui sont sous-logés par les Congolais. On ne peut pas diviser ces peuples à cause d'un individu. Pas du tout. Et puis, même les richesses de la RDC, il y a une possibilité de faire le gagnant-gagnant. C'est au fait l'avarisme qui entraîne... Il y a aussi des Rwandais qui se sont intégrés en RDC et qui vivent normalement. Et il y a de ceux-là qui plaident la cause de la RDC. Au fait, c'est bien bon. Et c'était important de le démontrer, de le diaboliser. Parce que tout le monde connaît déjà que le diable est diable. Et c'était important de le diaboliser. N'est-ce pas une perte de temps? N'est-ce pas suivre quelqu'un dans le caniveau, voilà là où il était? Ouais, d'aucuns pensent que s'être engagé dans ces pourparlers de Nairobi était tout simplement vouloir une chose et son contraire. Parce que se tourner vers l'EAC, dont fait partie le Rwanda, au fait, c'est comme si vous allez accuser le démon un fils chez son père. Oui, effectivement. Voilà. En fait, permettez-moi de le dire, l'histoire ici de l'EAC est créée depuis combien de temps? Pourquoi le régime passé n'avait pas signé ces accords? Il faut qu'on réfléchisse. On n'a pas besoin de respecter les caprices des gens. On a besoin que la nation vive. Et que la nation vive, ça signifie quoi? Que ceux que nous mettons au monde se retrouvent sur leur propre terre. Ils vivent avec intégrité, sérieux, honnêteté et détermination de relever cette nation. Avoir adhéré à l'EAC, pensez-vous que ça a été une décision précipitée? Je pose juste d'abord la question, quel a été le besoin? Quel a été le besoin? Parce que tout part du terme de référence. Avant de mettre en place un projet, on évalue les besoins. On voit ce qu'il faut et puis on l'exécute. Quel a été le besoin qui aurait motivé l'adhésion de la RDC à l'EAC? Vous avez posé la question, mais vous n'avez pas répondu. Je n'ai pas de réponse. Du coup, je trouve que ça n'a pas été, personnellement, ça n'a pas été une bonne idée. D'autant plus qu'on avait encore des contentieux avec les pays voisins de l'Est. Et nous cherchons à nous débarrasser de la MONUSCO. Mais aujourd'hui, nous avons encore une force régionale, internationale sur notre sol, invitée par la République démocratique du Congo. N'est-ce pas là, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Je nous pose encore la question. Qu'est-ce qui manque à la RDC de renforcer sa sécurité? Je sais qu'on se cache derrière l'embargo. Je sais qu'on se cache derrière l'embargo. La première armée, c'est la conscience nationale qu'un peuple a. Et la détermination. Cette conscience pousse à la détermination. Qu'est-ce qu'on fait des citoyens qui sont dans l'armée? C'est en fait ça. Les gens pensaient que les films convoyés, les films chinois convoyés, c'était juste pour le loisir. Non! C'était un éveil des consciences. Vous voyez, dans un film, on arrive, on tue tous les Chinois, il reste un seul Chinois qui se bat. C'est en fait un éveil des consciences. Quel que soit les mélanges de cultures, la RDC hospitalière, mais c'est l'éveil des consciences. Qu'est-ce que nous avons fait pour armer la conscience des Congolais, pour qu'ils apprennent à mourir ou à se battre pour le pays? Vous êtes un intellectuel, j'ai envie quand même de vous poser cette question. Platon, que vous connaissez sûrement, dans la République, où il parlait un peu de l'organisation de l'État, il a parlé aussi du rôle du militaire, du soldat que vous avez évoqué. En principe, un militaire ne doit pas avoir des soucis liés au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas encore dans notre pays? On doit voir des militaires courir pour les soins médicaux de leurs enfants, courir pour la scolarisation de leurs enfants. Est-ce que cela peut permettre à ce que le militaire puisse garder son moral haut pour la guerre? Je sais que la RDC est laïque, il y a beaucoup de religions, mais je vais choquer certains. Pourquoi il y a eu silence dans les cieux pendant longtemps pour qu'il y ait quelqu'un qui devait être désigné et venir mourir pour le monde? Parce que ça faisait peur. Et pour qu'il se décide de venir mourir sur cette terre, parce qu'il a eu des gages
Premier gage, résurrection. Deuxième gage, tout genou devait fléchir devant lui, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ça signifie ceci. Qu'est-ce que vous donnez à ces militaires congolais pour qu'ils acceptent de laisser sa femme et ses enfants? On pose la question, pourquoi on ne pense pas avoir une armée lourde et solide? En fait, l'armée, ce ne sont pas les chars. Les chars sont des matériels. L'armée, ce sont les hommes. D'abord, c'est les hommes. C'est les hommes, c'est leur morale. Qu'est-ce qu'on fait des morales de ces gens-là? Nous prenons juste l'exemple. Prenons ceux qui gardent les dignitaires. Ils touchent combien? Et qu'est-ce que ça fait au cœur du militaire? J'ai des frères militaires, moi. J'ai des frères militaires. Nous vous suivons, justement. J'ai des frères, je sais de quoi je Nous vous parle. Je sais combien nous prenons en charge de nos enfants-là. Quelqu'un qui se dévoue à défendre le pays, mais il se retrouve avec un salaire 500 fois moins que la personne qu'il garde. Et vous pensez, il s'est dit quoi? Et vous pensez quelle énergie il va apporter pour sécuriser le pays? Alors moi, je suis prêt à la place du président. Permettez-moi de revenir sur ça. C'est par là que nous devons commencer. Donc. À la place du président, je renverserai les tendances. L'entonnoir se renverserait. À la place du président Félix Antoine Tshisekedi ou de celui qui viendra après 2023, je renverserai les tendances. L'entonnoir devrait changer. Celui qu'on considère bas peuple là, c'est celui qui fait assez, c'est qui constitue d'abord bas peuple, il est en bas. Celui qui est la fondation de la nation. Okay. Le militaire, le médecin, l'enseignant. Je précise bien. Oui, le militaire, le médecin, l'enseignant. Je dois expliquer ça? Le militaire, il sécurise le pays. Et quand il est à l'aise, il n'a pas besoin d'être corrompu. Délivrer Bunagana. Et l'enseignant? L'enseignant, il forme le cadre qui va devenir demain un homme intègre. Et le médecin, il soigne un militaire et l'enseignant est politicien. Parce que de toute façon, les politiciens, ils ont étudié où? Quelles études? Dans le pays ici. Permettez-moi de le dire, hein, ce n'est pas un dénigrement, mais on analyse. Pour qu'ils méritent des salaires colossaux, à la place d'un militaire, on sait qu'il a fait une formation à Kamina, à Kitona, et qu'il est devenu un gardien de la République. Vous remarquez donc que les frustrations se trouvent à un très large niveau au pays. Je vous ai dit que la maladie, elle est d'abord interne, plus spécifiquement la gestion des urgences. Dans les priorités, il y a les urgences. Je pose la question, entre récupérer les régions occupées et nommer les mandataires, et nommer l'urgence, c'est quoi? À la place du président, je vais tout surseoir pour juguler cette hémorragie qui est en train de faire couler le sang. À la place du président, on quitte toutes les organisations distractrices. Une organisation où vous savez que la secrétaire générale est la sœur de celui qui vous agresse. Et puis vous êtes là. Et puis la RDC, nous sommes là. Et puis nous construisons 8e, 9e jeu olympique de la francophonie. Pour quel gain? À la place du président, tous les multinationaux œuvrant dans le minerai, dans quoi que ce soit, tous à table, revoyons les choses. Parce que l'avantage du président, c'est qu'aujourd'hui, il a la population derrière lui. Quelles que soient les erreurs qu'on peut lui reprocher, face à la RDC, nous tous, nous sommes avec lui. Là, c'est d'accord. Oui, face à la situation. Quelles que soient nos différences internes. À la place du président, j'invite tous ceux qui se sont déclarés candidats ou pas, je les invite, je les visite. Ça ne me réduit en rien. De toute façon, c'est la RDC qui compte. Et cette RDC, le président va passer. Ses enfants resteront. Sur cette RDC, mes enfants vont rester. Et c'est ce qu'on reproche aussi à Félix Tshisekedi. Lorsqu'il y avait eu cette crise fracture FCC Cash, très vite, il avait lancé des consultations. Mais jusqu'à ce jour, pour ce qui concerne la guerre, il n'a pas encore convoqué les grands noms du pays. Bon, est-ce que quand ça va attaquer Lubumbashi, ça va demander Kinshasa? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut-il qu'il convoque? Pourquoi pas les autres peuvent aussi l'intéresser? C'est au fait ça l'ego qu'on doit briser en RDC. Personne n'est supérieur à l'autre. Personne n'a le monopole de l'orgueil. C'est une cause nationale, c'est lui le père de la nation. Imaginez-vous si je fais mon orgueil de ne pas vous approcher. Compte, la voix de Moïse Katumbi compte, la voix de Jean-Pierre Bemba compte. Est-ce que tout ce monde-là, le président Moïse, le président Joseph Kabila, le président Bemba, le président Fayoulou, tout ce monde-là, est-ce que quelqu'un a pris le téléphone pour appeler mon frère? Là, ne l'appelait même plus président de la République. Mon frère Tshisekedi, nous sommes agressés. Qu'est-ce que nous pouvons faire
pour garder cette nation. Parce qu'on ne doit pas attendre les élections. Mais en toute logique, c'est dans le sens inverse que cela doit se faire. C'est lui qui doit les convoquer. Mais s'il vous plaît, je pose juste la question. Au cas où ces amis-là avancent jusqu'à Kalemi, la province du président Joseph Kabila, est-ce que les gens vont demander Kinshasa l'autorisation? On doit sécuriser le pays. On doit jeter l'ego départ. Chacun a des erreurs. Je suis conscient que chacun a des erreurs et des faiblesses. Mais face, je vous dis, il y a des fois, l'œil ne voit pas bien. Il y a des bornes. L'œil ne voit pas bien. Il ne voit pas bien. Mais quand il arrive, quelqu'un est blessé, et les mains, et tout le monde. Vous voyez, c'est en fait ça. Paul Kagame, dans les propos que vous avez décriés ici, a indiqué que Félix Tshisekedi utilise le prétexte rwandais tout simplement pour se justifier son échec en vue des prochaines élections. C'est une distraction dans laquelle il sait que côté élection, il allait avoir le président. Ok. Et alors, le calendrier électoral a été publié. Vous y croyez? Pensez-vous vraiment qu'à ce jour, nous sommes au mois de décembre, un calendrier électoral publié, est-ce que ça sera possible qu'on tienne les élections, qu'on organise les élections à la date prévue? Ce n'est pas question de foi, c'est question de logique. Parce qu'il est même dit à la fois, vous ajoutez l'intelligence. Voilà. C'est la question de logique. On se pose la question. Les enrôlements vont se passer comment dans les régions? Et puis j'ai vu un papa que je respecte bien, vraiment avec cheveux blancs comme moi, d'ailleurs je le suis. Il dit, bon d'ailleurs en RDC, on n'a jamais organisé les élections sans une partie. Imaginez-vous, un notable, un père qui doit nous léguer le pays à nous, qui nous dit, mes enfants, hein, préparez-vous. Déjà dans ce pays, on n'a jamais, dans cette maison, on n'a jamais mangé toutes les chambres. Il y a toutes les chambres qui sont des côtés. Vous sentez la logique, vous sentez vraiment la logique pour des gens engagés dans le pays. Je reviens à votre réponse. Il n'y a pas question d'y croire. Il y a question qu'on soit intelligent et logique. Et réaliste. Intelligent, logique. C'est-à-dire, on lance les enrôlements. D'abord, je commence par rapport au poids politique ou poids électoral de chaque province. Qu'est-ce qui a changé? C'était un coup d'œil sur les calendriers, hein, sur les. Il y a eu des changements. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a des régions qui ont augmenté en poids politique, en poids électoral, et d'autres ont sensiblement diminué. Voilà. On se pose des questions. Je prends juste l'exemple. Le Grand Kasaï par rapport au Grand Katanga. Grand Kasaï par rapport au Grand Katanga. Il y a eu d'ailleurs une déclaration comme du caucus des députés du Grand Katanga. Bon, moi j'ai vu juste le truc que j'ai analysé en tant qu'analyste. Je réalise que depuis 2008 jusqu'en 2013, quand je suis dans le Kasaï, jusqu'à présent, l'exode s'est fait dans le sens Kasaï-Katanga. Oui. Jusqu'à preuve de contraire. Qu'on a vérifié à la DGM. Mais pas dans l'autre sens. Qu'on a vérifié à la DGM, on a vérifié partout. On trouvera ces statistiques-là. Par tous les moyens. Véhicules, vélos, motos. Mais aujourd'hui, vous trouvez le poids électoral, les tendances ont sensiblement changé. On doit réfléchir. On doit réfléchir. Ne mettons jamais nos cerveaux au repos. Nous aurons des comptes à rendre à la fin du temps. Réfléchissez. Pour quelle fin? Pour quel but? Ça, c'est première analyse. Parce que je sais qu'avec ça, les politiques ne vont pas lâcher. Et déjà, donc, ça va être... rien que pour ce point, élection crédible, il y a déjà un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a? On sait que notre Grand Kasaï, nous sommes pro-natalistes. Nous mettons au monde. Mais je me pose la question, dans une année, combien des mineurs vont devenir des majeurs? C'est la question en fait. Je pense même le président Kadima, avec son équipe et ses statisticiens, je sais que son CV, je l'avais lu une fois, il est passé dans beaucoup de pays sur les aspects élections. Je pense quand même qu'il peut songer à voir ça. Parce que déjà, un premier point d'interrogation pareil, discrédite. Deuxième élément, le timing d'enrôlement. Le timing d'enrôlement. J'ai eu la chance de me promener dans toutes les 26 provinces de la RDC. J'ai eu cette chance-là. On a parlé de un mois. Toutes les 26 provinces, j'ai eu l'occasion, pas toutes les zones de santé ou bien toutes les communes, non, au moins les grandes villes. Les grandes villes, oui. Des 26 provinces. Je suis déjà arrivé. De 2014 à aujourd'hui. Mais je me dis, ça risque d'être un rêve. Si pas un rêve, si ça devenait une réalité, alors une réalité très bâclée qui va jeter un deuxième discrédit sur le processus.
Raison pour laquelle c'est ce matin, hier, que j'ai lu, permettez, dans les réseaux sociaux. Et là, je ne sais pas. Il y aura aussi un point d'interrogation sur l'élection apaisée. Oui, effectivement. Enfin, j'ai lu sur les réseaux sociaux, spécialement sur Twitter, et j'ai ça même, une correspondance de Madame Kester Seya, qui aurait, je dis bien, j'ai même cette correspondance-là, qui aurait adressé une lettre au président sur les aspects du genre, le réalisme de ce calendrier. Parce que la question n'est pas de plaire à une classe politique. La question n'est pas de plaire à une classe politique. La question, c'est de savoir, est-ce que ce que je fais en âme et conscience, ça consolide les acquis des aïeux, de ceux qui viendront après nous? C'est ça la question. Il ne faut pas qu'on regrette plus tard. Et parce qu'il y a aussi certains qui disent que la publication de ces calendriers électoraux par le président de la CENI, Denis Kadima, était peut-être un calendrier politiquement correct, mais techniquement impossible. Même politiquement, déjà quand on soulève les questions de points électoral, de pourcentage, de trucs là, parce que côté siège, là, ça va encore poser de problème. C'est ce qu'on ne doit pas oublier. Et puis, je pose une autre question. Et si le calendrier électoral était conditionné par la tenue de la promesse du président de la République? L'enrôlement. Je me rappelle, il aurait promis que chaque citoyen aurait sa carte. Deuxième des choses, la guerre de l'Est finirait. Bon, on attend encore le discours sur l'état de la nation. Peut-être il va reconnaître que... Les discours, on en a eu autant. S'il vous plaît, voilà, les discours, on en a... Il y a eu certaines promesses qui ont peut-être... qui ne pourront pas être réalisées, tout simplement, peut-être parce que... En fait, je suis en train de joindre... Le régime le dit déjà. Il y a eu d'abord la coalition. Il y a eu aussi Covid. Et les années sont très vite passées. C'est vrai ça. Pour qu'on n'enrôle pas les gens. C'est vrai ça. Un seul test de Covid par individu aurait fabriqué 5 cartes de citoyens. Vous savez ça? On n'entre pas techniquement. On voyage, on voit aussi ailleurs. On voit ce qui se passe. Un seul test de Covid de 30 $ là qu'on paye quand on voyage en national pourrait produire 6 cartes de citoyens. Vous savez ça? Alors qu'on ne cherche pas des alibis, qu'on puisse aider le président. Qu'on ne cherche pas des alibis. Et puis, on n'aide pas le président Fachi pour qu'il croisse. Non. On l'aide pour qu'il guide la nation vers la destinée. C'est des choses qu'on doit se dire en face. On ne doit pas être là matin, midi, soir en train de leurrer le président. Monsieur le président, vous aimez trop, ça ne changera rien au pays. Et vous détestez trop, ça ne changera rien dans votre mandat. Mais on doit vous dire des vérités. La vérité, c'est que, en tout cas, mettez-vous en tête que la RDC n'a pas besoin de tout ce qu'on vous dit à côté. Appliquez le texte, appliquez le projet, réalisez-le dans le temps. Mais je vous conseille, monsieur le président, de changer l'entonnoir. J'essaierai partant même qu'un député touche à peine 5 millions de francs congolais. Je vais démontrer ça. Moi, là où je travaille, je touche l'équivalent de 40 000 francs par jour. 40 000 francs par jour. Quand je prends mon salaire, je le divise sur 26 jours, j'ai 40 000 francs. Et je suis au travail matin, midi, soir. Je fais quoi? Je produis les termes de référence, je produis les stratégies, je produis ceci, ceci, ceci pour contribuer à la communauté. Et c'est là pendant 365 jours. Mais je prends les plénières. Quand vous calculez la vie d'un député, je ne suis pas contre les députés, hein, cher honorable, je fais juste les calculs. Par année, il y a combien de plénières? Combien de sessions de plénière? Il y a 2 sessions. Et chaque session dure combien de jours? Tout au plus 21. Quand vous calculez, ça fait presque 42 jours par année qu'un député travaille. 42, si je ne m'abuse pas. 42. On mélange les missions à gauche, à droite, ça fait 60 jours, voire même 100 jours. Et les vacances parlementaires. Et les vacances, voilà, 100 jours. Mais pour combien? Monsieur le Président, à votre place, pour le bien de la nation, je renverserai l'entonnoir. Ministre, député, mandataire public, comme ça, ça va nous dégoûter d'entrer en politique, mais d'aller travailler. Ça, ce n'est pas un jeune qui attend un micro pour vous le dire. Je vous le dis parce que, ayant été gestionnaire de plusieurs projets et programmes dans ce pays, avec partenaires extérieurs et intérieurs. Là, au moins, je sens un membre de la société civile qui parle parce que vous ne soufflez ni le chaud ni le froid. Je propose, parce que ce n'est pas bon de se mettre là à critiquer. Il faut donner par contre les pistes de solutions. Parce que tel qu'il est là, il a 2 oreilles, mais il écoute beaucoup de bouches. Et celles qui sentent,
et celle qui a fumé, et celle qui a bu, et celle qui souffre de maladies hépatiques. Il écoute tout ça, du coup ça peut créer de bruit. Mais il faut avoir aussi le temps de les lui dire. Delphin Kachelewa, vous dites que vous êtes un acteur politique, vous avez circulé les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous avez sûrement pu entrer en contact avec certaines cultures et vous avez aussi eu vent de l'histoire de confrontations entre certaines communautés. Je parle là de la confrontation qui avait eu lieu, qu'il y avait eu plutôt entre Kassayan et Katangais. Oui. Et ce sont ces germes-là semblent perdurer et refaire surface. Et ces derniers jours, il y a d'abord l'escalade verbale, mais il y a également aussi des agressions qui se passent de part et d'autre. Et cela se passe surtout dans la province du Haut-Katanga. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire en cet instant? En fait, il n'y a personne à qui donner tort. Il n'y a personne à qui donner tort. L'un n'a pas tort, l'autre a raison, mais chacun a une part de responsabilité. Il y a eu même mort d'homme. Ça, on ne doit pas se voiler. On sait qu'on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas aussi vendre trop la peau blessée à l'extérieur. On a régulièrement des images en temps réel qui se passent de l'autre côté. Oui. J'ai suivi une vidéo de campagne du président de la République quand il était à l'Est. Il présentait Monsieur le Président Vital Kamerhe, soi-disant votre Premier ministre Yeyo, mais j'ai dit à mes frères, il nous a cité nous, à mes frères Balouba, pouvoir Oyo, Ezaya, vous voyez, il avait dit, c'est en connaissance de cause, c'est en connaissance de cause. C'est des frustrations qui causent tout ce qu'il y a comme tiraillement. Et au-delà de frustration, le manque d'humilité des uns et des autres. Les uns manquent l'humilité, les autres se sentent frustrés. Vous voyez ça? C'est ce qui est à la base de ce qu'il y a comme problème au Katanga. Et pourtant, si chaque camp donne un mot d'ordre de paix et de discipline, je pense que tout va s'arrêter. Mais jadis, on parlait des politiciens qui étaient à la base justement de cette manipulation. Jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, mais il faut qu'on se dise, ce n'est pas seulement au Katanga. On a connu l'histoire des parlements debout. Ici, on doit être sérieux. Est-ce que les gens qui doivent parler au nom d'un parti politique doivent se permettre des insultes? Il faut qu'on soit sérieux. On apprécie, il y a eu une série de communicateurs des partis politiques qui sortaient. Hein. Vous sentez que c'est de la matière grise. Il n'y a pas d'insultes, il y a de l'analyse sincère, il y a de l'intellectuel dedans, et puis il y a le souci de la RDC. Mais c'est différent de nos frères qui posent des problèmes. Plus spécifiquement, le frère conducteur de moto. Ça, il faut qu'on se le dise. Il y a un peu une exagération. Une exagération dans le sens que c'est maintenant, permettez-moi, je viens de Kisangani, je viens de Kalemi, je viens du Congo central. Vous sentez que la connotation n'est pas bonne. Moi, je pensais même que l'agence là de routier qui était gérée par M. Zandoki dans le temps, je pensais qu'il pouvait passer par la formation professionnelle pour comprendre comment différencier la tribu, le travail et la communauté dans laquelle on évolue. Parce que c'est incommensurable, c'est inimaginable que vous soyez dans une communauté où vous êtes en train de servir, de produire votre argent, mais que vous vous mettiez à insulter. Ce n'est pas bon. Donc c'est de cette maladie dont vous avez parlé. La maladie interne, elle est beaucoup. En fait, ça. Comment on veut permettre à insulter et puis des insultes? Mais pourquoi alors, docteur Delphin, ce qui a été possible dans ce pays jadis semble à ce jour presque impossible? Puisque, je donne un cas, dans ce pays, on pouvait se déplacer, aller vivre où on veut, comme on veut, sans se soucier de son origine. Mais à ce jour, ça semble être de plus en plus difficile à croire. Du Parlement à la communauté, les propositions de loi qu'il y a eu ne nous ont pas aidés. Les trucs là de père et de mère, ça a aggravé la faiblesse déjà laissée après le départ de Mobutu. Mais ça n'a jamais été examiné au Parlement. Mais c'est entré dans les oreilles des gens, ça a renforcé le tribalisme. Vite médiatisé, oui, tout simplement, oui, mais jamais programmé. Oui, je reviens. Le président Mobutu, je sais qu'à cette époque-là, je ne sais pas quel âge j'avais, j'ai connu le gouverneur Koyagialo. Moi, j'ai connu le gouverneur Koyagialo. Au Katanga. Au Katanga. Oui. C'est là que j'ai fait mes études. Oui. C'est là que je suis né. J'ai connu le gouverneur Koyagialo là-bas.
Je ne savais même pas il venait d'où. J'avais même pas besoin de le savoir. Et il n'avait aucune coterie. Il ne pouvait haïr une tribu et aimer l'autre. Parce qu'il n'avait rien à gagner dans ça là. Par contre, dans sa province, il y avait quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Première faiblesse, c'est le retour aux affaires de... C'est l'originaire qui doit être gouverneur. Première faiblesse, qui renforce ce qu'on vit aujourd'hui. Deuxième faiblesse. Et qui contribue à rendre l'État malade. Effectivement, c'est parmi les éléments... Oui, je garde votre concept. Deuxième problème, c'est... Au-delà, les assemblées, je suis tout à fait d'accord que ça continue. Mais le fait de leur donner le pouvoir d'élire un gestionnaire, parce qu'un gouverneur doit être considéré comme un président de la République dans sa province. Voilà. C'est pourquoi le fédéralisme me hante. À la place du président, je ferai la promotion du fédéralisme. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et c'est possible dans ce pays avec le fédéralisme. C'est possible. Mais la crainte aussi du fédéralisme, c'est surtout, vous voyez, nous avons connu une histoire faite de sécession. Vous voyez, peut-être c'est cette crainte. Mais les États-Unis vivent comment? C'est la question. Les États-Unis vivent comment? Ils n'ont pas trois têtes. Kinshasa reste le poste de commande, comme Washington. Et les autres provinces, en fait, le fédéralisme lui-même, c'est lequel? C'est un fédéralisme qui est pratiquement socio-économique. Vous voyez ça? Je prends un exemple. Les États qui sont les longs de l'Amérique centrale ont des lois différentes des États qui sont du côté Canada. Vous voyez ça? Pourquoi? Bah, de ce côté, il y a la drogue. Avec les États, je parle des États-Unis. Oui, les lois sont élaborées, sont édites en fonction de ces histoires-là. Je sais que certains peuvent dire non, c'est de l'amateurisme. Oui, ce sont les amateurs qui ont construit l'Arche de Noé. Ce sont les amateurs qui ont construit les États-Unis. Et les connaisseurs nous font des routes maintenant qui s'abîment chaque jour, pendant que les amateurs ont fait des dalles qui traînent jusqu'à aujourd'hui. Docteur Delphin Kacheloa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de nous avoir un peu donné cette sorte d'autopsie. J'avais pas encore fini sur un élément de la vie nationale. Oui, je vais vous permettre justement de terminer. Ouais. L'État congolais qui est en train, qui vit une certaine maladie et dont se servent nos adversaires, nos ennemis, pour nous chercher à nous enfoncer davantage. Nous également, nous sommes en train de nous mobiliser pour faire face et lutter contre ce projet de balkanisation de la RDC. Je voulais aussi que vous puissiez aussi réagir dans votre mot de la fin sur les accords dans lesquels le président nous a menés, les accords notamment de Nairobi. Pensez-vous que ces accords étaient vraiment utiles? Est-ce que la République démocratique du Congo doit y demeurer? Est-ce que, à supposer que nous ayons un nouveau président, doit-il rester sous ces accords? Voilà. Donnez un peu une sorte de conclusion générale à notre émission. En fait, à la place du président, moi, je n'aurais pas chassé tous les cabinets du régime passé. Parce qu'il y a des secrets, il y a des choses circonstancielles que le régime passé a eu à entreprendre, peut-être pour l'intérêt du pays, peut-être pour des intérêts qu'on ne connaît pas, mais qui ont laissé une brèche sur la République. Une brèche par laquelle pouvait passer, c'est pas même de l'acide, même du poison. À la place du président, je devrais passer en revue tous ces accords-là, avant d'arriver d'abord à Nairobi. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on signe. Depuis que je suis en RDC, c'est des accords en accord. Moudi 14, Nairobi 23. Et donc, c'est des accords en accord. Je me suis dit, en fait, notre pays, c'est quoi? Mais je compris. C'est le fait que quand l'individu part, il part avec tout. Il n'y a pas la continuité de l'État. Ça, c'est une grave maladie qui nous fragilise. Et pourtant, on prenait juste Nairobi, Kenya lui-même. Monsieur Uhuru Kenyatta est parti. C'est lui qui est venu, quel que soit opposant dans la fois passée. Mais il a trouvé le train. Il est obligé de redémarrer, de regresser les moteurs et d'avancer. Même sur des points sur lesquels il critiquait, mais il est obligé d'avancer avec. Alors, moi, je proposerais au président pour tout ce qui est des accords, des RDSA, de revisiter cela, évaluer. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Mais pour ce qui est des accords avec nos collègues qui ont les armes, mon frère, n'oublions pas une chose. Nous sommes encore fragilisés dès l'interne. Nous sommes fragilisés. Jusqu'au point que les gens qui sont en train de négocier, parmi eux, ont leur
mentor en interne de la RDC. Vous comprenez ça? Donc, ce qui fait qu'il est important que le président, de fois, qu'il cesse de mettre les commissions, qu'il écoute ces gens-là, qu'il parle avec eux avec franchise. Parce que même les M23 sous-traitent certains de nos jeunes. Les M23 sous-traitent certains des Maïmaï. Du coup, pour des raisons de paix, ceux qui veulent la guerre, on affronte la guerre. Pour des raisons de paix, les partis qui veulent négocier, on négocie. Hier, j'ai suivi une vidéo d'un monsieur porte-parole du M23 qui dit « Si on nous chasse d'ici, on ira où ?» Mais là, c'est une question qu'il pose. C'est une très bonne question par laquelle le gouvernement peut sauter, rendre ces citoyens-là, le rendre vraiment pur congolais, et puis les laver, et puis faire la stratégie de Mouzé. Hein. Mouzé, il n'était pas en tant que rebelle, il était cajou. À un moment, il t'envoie en prison. Et puis la nation continue. Delphin Kachelewa, merci beaucoup. Merci pour cette belle conclusion qui vient en fait résumer ce que vous avez traité de maladies profondes que connaît la République démocratique du Congo et dont se servent nos ennemis pour nous fragiliser. Vous avez lancé la réflexion, chacun va tirer sa part pourvu que la nation RDC puisse avancer. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Digital Congo, de nous avoir suivis. Merci encore une fois à vous, le docteur Delphin Kachelewa. Prochain rendez-vous est pris pour un autre numéro. Merci. Merci.